On va se pencher sur l'immobilier, bien évidemment, et notamment ce soir, évidemment aussi, et la construction. Quelques chiffres quand même pour planter le décor, mais vous les connaissez sûrement. 1,5 million de mètres carrés de bureaux neufs qui sont prévus, contre 300 000 mètres carrés actuellement, là où ils vont être construits, c'est notamment en Seine-Saint-Denis. Pour le bâtiment, on a un horizon de business là, de plusieurs années qui se dégage après quand même un secteur, le bâtiment, on le sait, qui a beaucoup souffert ces dernières années. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Tout d'abord, je crois qu'il faut rappeler qu'il faut quand même distinguer pour le bâtiment les Jeux Olympiques du Grand Paris. Oui. Juste un chiffre quand même pour caractériser les choses et les relativiser sur le seul impact de la construction même liée aux Jeux Olympiques, donc les trois grandes infrastructures à construire, donc le village olympique et paralympique, le centre de presse et la piscine, plus les quelques constructions de bâtiments imaginés, c'est seulement, entre guillemets, 1 milliard d'euros. On compare ce milliard d'euros au chiffre d'affaires annuel de la construction dans la région Île-de-France, qui est de 34 milliards annuels. Donc ça peut paraître très faible. La seule chose qui est importante, c'est que je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de hasard. L'arrivée des Jeux Olympiques est tout à fait en phase avec le développement du Grand Paris, va être un catalyseur en fait du développement du Grand Paris, et en plus de manière un peu professionnelle. De notre côté, on pense que 2021-22 peut être une période de début de retournement pour notre activité. De retournement positif négatif, ou négatif? Ah oui. Enfin négatif. Du moins une stabilisation sur la croissance que l'on attend sur les prochaines années, et que donc arrivera plutôt au bon moment pour notre secteur. Mais au-delà de ça... Pourquoi, en un mot, simplement, pourquoi 2021-22 serait une année de tassement? Tout le monde le sait, il y a quand même un phénomène de cycle, certes, qui peuvent s'allonger dans la crise et se réduire en termes de croissance, mais quand on analyse les choses, à la fois les problèmes à la fois de financement, mais aussi de besoins, on pense qu'une stabilisation devrait arriver autour de 2021-2022. Donc pour la région Île-de-France, 1 milliard d'euros de travaux à faire forcément à cette époque-là, puisque là, l'avantage des Jeux Olympiques, c'est qu'il y a une date butoir. Voilà, il y a une date qui est là, et j'ai du mal à imaginer qu'un pays comme la France ne puisse pas être au rendez-vous, et surtout avec les entreprises qu'elle a nationales qui sont en capacité de produire. Donc ça peut à la fois arriver au bon moment, mais surtout ça vient autour du Grand Paris, en plus du Grand Paris. Ce qu'a dit Jérôme Chartier est pour nous essentiel, c'est-à-dire qu'on voit déjà aujourd'hui, au-delà du bureau, mais on voit déjà aujourd'hui des investissements fonciers autour des 68 gares. Donc on voit bien que les perspectives sont aujourd'hui très bonnes, très longue pour notre activité. 2030-2035, pour nous, c'est quelque chose d'important. On compare ça un peu, alors, entre nous, à l'époque de Vauban ou à l'époque des 30 Glorieuses. Pour certes une seule région. Ah oui, quand même. Mais là aussi, il va falloir qu'on se pose aussi la question, pour nous, de la capacité de production pour faire tout ça. Au-delà des Jeux Olympiques même, on voit déjà qu'il y a une concentration de nos entreprises autour des grandes métropoles, parce qu'aujourd'hui, c'est là où il y a l'activité. Très clairement, l'Île-de-France va être un aspirateur pour beaucoup d'entreprises et beaucoup de salariés. Ce qui pose aussi le problème de la mobilité et du logement pour ces salariés. Et la cohérence, par exemple, de la construction du village olympique en Seine-Saint-Denis, où il y a 30 logements, vous l'avez dit, est fait aussi dans un but de pérennité de ces logements pour pouvoir aussi demain loger nos salariés et un certain nombre de Français. On va y revenir, Jacques Chanu, mais juste d'un mot, et après je passe la parole à Claude Puerto-Salaver, mais les politiques, la région Île-de-France s'est engagée à ce qu'il y ait aussi une part non négligeable de ces travaux réservés aux PME locales. Ça, vous allez jouer le jeu ou ça va être complètement absorbé par les géants du BTP, les Bouygues, Vinci et autres? Arrêtons les fantasmes. Il y a un certain nombre d'ouvrages qui ne sont faisables que par des grandes entreprises qui ont la capacité d'ingénierie et le savoir-faire. Mais où je dis arrêtons les fantasmes, c'est que l'acte de construire est un acte en fait commun qui irrigue l'ensemble du tissu économique du bâtiment. Donc, bien sûr, il faut que les politiques soient vigilants par rapport à ça,
Mais moi, je n'ai aucune inquiétude à ça, à la fois sur la capacité à faire, notamment de nos grandes entreprises pour les grands ouvrages, mais aussi de leur capacité à j'allais dire, répartir un certain nombre de volumes de travaux pour que l'ensemble de nos professionnels puissent travailler. De toute façon, il n'y aura pas le choix, parce que les seules grandes entreprises ne seront pas en capacité de faire tous ces travaux. Ouais. On va parler évidemment des sièges sociaux et des nouveaux hubs de quartiers d'affaires qui sont en train de voir le jour du fait de ces constructions Grand Paris et JO. Mais ce que vous disiez et qui est intéressant, c'est qu'il va falloir aussi, et c'est une opportunité que présentent les JO et la perspective des JO, c'est loger les salariés. Et c'est vrai que c'est une problématique que rencontrent beaucoup les entreprises aujourd'hui, d'avoir, notamment en région parisienne, des salariés qui sont très éloignés de leur lieu de travail. Oui, c'est un sujet essentiel. Je veux simplement rebondir, quand il y a des travaux dans Paris, que ça freine les voitures, moi je suis ravi. Au-delà de ça, ce qui va être important aussi au moment du Grand Paris, c'est d'imaginer à côté des milliers de mètres carrés dont vous avez parlé qui vont se faire en termes de bureaux et de services, il va effectivement, si on veut être en capacité de recruter dans ces bureaux et services un certain nombre de personnes, il faudra qu'on soit en capacité de les loger. Et là, on a un véritable retard. Sur la région Île-de-France, je crois qu'il ne faut pas se mentir, il y a eu une forme de rétention foncière à un moment, sans doute un réseau aussi de transport qui n'était pas à la hauteur, ou du moins dont la fiabilité à certains endroits a freiné aussi le développement de ces régions dont parlait Jérôme Chartier. C'est pour ça que les infrastructures annoncées dans le cadre du Grand Paris, pour en avancer le délai, seront essentielles pour le développement du nombre de logements et notamment du logement des salariés. Oui. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une concentration autour des métropoles. On peut le regretter. Je crois que la politique d'aménagement du territoire devra sans doute aussi un jour repenser ce sujet au niveau national. Mais néanmoins, la réalité aujourd'hui, pour répondre à une demande de nos entreprises en région Île-de-France, ça va être de pouvoir les loger. Nous, notre souci aujourd'hui va être de trouver suffisamment d'opérateurs à la fois sociaux. Je crois qu'on s'est un petit peu organisé au niveau du 1% logement pour être en capacité de répondre, mais aussi privés, pour accompagner ce développement-là. Là aussi, la cohérence du développement au niveau du Grand Paris doit être pensée autour du logement. Des infrastructures, c'est essentiel pour le logement, mais des infrastructures autour duquel il n'y aurait pas de logement serait, à mon avis, un des pires échecs du développement d'Île-de-France. Pour notre part, nous essayons de mobiliser l'ensemble des acteurs, y compris financiers, pour accompagner les promoteurs, et pas que les gros, là aussi, c'est comme pour... mais aussi certains qui sont peut-être plus agiles dans des territoires où cela ça peut être plus compliqué. Mais ce qui est essentiel, c'est la crédibilité, justement, des 68 gares et des lignes ouvertes ou pas. Ce que disait le président Chartier sur les attentes de confirmation, aujourd'hui, sont... à mon avis, dévastatrice en termes le flou et les doutes et les gares dont on s'interroge si elles verront le jour ou pas. Et catastrophique pour les investisseurs sur la partie logement. Donc, notre objectif commun, je crois à tous aujourd'hui, c'est que quelles que soient les décisions, qu'on les connaisse très rapidement. Et à ce moment-là, on pourra développer le plan que l'on souhaite tous et on sera en capacité de répondre aux 70 000 logements nécessaires à construire en Île-de-France par an, pour essayer de rattraper le retard. Juste un chiffre, désolé. On est raisonnable sur les chiffres encore. Ouais, on peut y aller. Vous êtes sympa. En région Île-de-France, on construit à peu près 4,8 logements par an pour 1000 habitants. Région Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Aquitaine, 7. Je crois qu'avec ce chiffre, on voit qu'au-delà du développement économique et autres, si on veut accompagner ce développement économique, il faut qu'on puisse répondre à cette attente forte de logement. J'ai regardé une étude, l'étude Jones Lang LaSalle, qui prédit, et là ça vous parle parce que c'est les beaux immobiliers, ce sont les beaux immobiliers pour les sièges sociaux, qui prévoit quand même une flambée de 50 à 100 euros du mètre carré par an dans les années qui viennent post-JO, pour le 93. À tel point que certains endroits du 93, des hubs de quartiers d'affaires, risquent d'être plus chers que certains du 92 aujourd'hui. Il y a quand même un risque évoqué tout à l'heure par Jérôme Chartier de déstabilisation du marché immobilier là. Là, vous parlez de l'immobilier d'entreprise. Oui, absolument. Sur la partie logement, je pense qu'il faut rappeler la spécificité française de la politique du logement social, qui est souvent un amortisseur à la fois d'activité, mais aussi de régulation du prix, et notamment du logement intermédiaire. Alors c'est un peu technique, mais ce qu'on appelle le logement intermédiaire, qui est ce logement dont le loyer est entre le marché libre et le prix du logement social.
donc qui logent en fait souvent nos salariés. La chance que nous avons en France, je dis que c'est une chance parce que ce n'est pas partagé par tous, mais je pense que ça reste une chance, c'est que nous avons un modèle de construction de logements sociaux intermédiaires, je pense inégalé dans le monde, très sincèrement. Il y a certes des ajustements à faire, des économies à faire, vous avez entendu les derniers débats autour de la baisse des APL et autres, mais aujourd'hui il est en capacité d'être un régulateur. Être un régulateur, ça ne veut pas dire contrôler un marché. Être un régulateur, c'est-à-dire c'est donner la capacité à tout le monde, quelles que soient, j'allais dire, ses capacités de revenus, de pouvoir se loger à un endroit précis. Sauf que, tout cela est possible lorsque vous avez une véritable maîtrise foncière pour ces constructions. Et où le rôle des maires peut être extrêmement positif quant à cette régulation, ou à l'inverse, très bloquant, et donc entraînant une spéculation sur les terrains d'à côté. Le monde de la construction et de l'immobilier est très dépendant des collectivités aujourd'hui, et c'est souvent le comportement d'une collectivité qui peut entraîner une notion de prix. Donc s'il y a une volonté par exemple en Seine-Saint-Denis, de pouvoir réguler un certain nombre de choses, ça passera par la maîtrise foncière. Je partage l'avis de Jérôme Chartier sur l'accumulation de décideurs dans ce domaine-là, ce qui fait d'ailleurs que souvent beaucoup se défaussent. Sauf que la déclaration que Jérôme Chartier vient de faire ne va pas susciter un enthousiasme fort chez beaucoup de maires de la région Île-de-France. Et pourtant, je crois qu'il faut qu'on y réfléchisse vraiment sur la transmission de cette responsabilité, notamment des permis et de la maîtrise foncière. La régulation n'est pas une gestion à la soviète. Ce que l'on demande aussi à nos élus, c'est d'être en capacité de pouvoir apporter un certain nombre de terrains qui permettent des réalisations très différentes. En tout cas, ce modèle-là, qui existe aujourd'hui et qui a encore des capacités financières, contrairement à ce que j'entends de ça ou là, doit être un atout fort pour réguler ce qui peut se passer, notamment en Seine-Saint-Denis. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il manque de logements, là, vous n'arrêtez pas la spéculation. Ce n'est pas non plus en encadrant des loyers de manière là totalement arbitraire que vous allez aussi réguler ça. Bien au contraire, parce que ça bloque un marché, et plus vous bloquez un marché, moins vous construisez, moins vous avez d'offres, plus les prix flambent. Je crois que c'est très basique ce que je dis, mais je crois qu'il faut être capable de le rappeler à certains, ou plutôt à certaines. Merci pour cette table ronde, merci.